Bienvenue à tout le monde, mesdames et messieurs, et cette grande édition de 16h30, tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce vendredi à Maputo, au Mozambique, pour une visite de travail. Les agriculteurs du secteur de Rwindi disent que, comme ailleurs dans le pays, la nourriture est chère ces derniers jours, mais ils ne sont pas découragés dans leur métier en secteur agricole. À l'étranger, au moins 31 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des inondations causées par des fortes pluies dans le sud des Philippines. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce vendredi à Maputo, au Mozambique, pour une visite de travail. Au cours de ce périple, il est prévu un tête-à-tête entre le président Kagame et son homologue mozambicain, Filipe Nyusi, qui sera suivi des échanges bilatéraux avec des délégations respectives. Plus tard dans la journée, le président Kagame participera à un déjeuner offert en son honneur par son hôte, le président Philippe Nyusi. Le Rwanda et le Mozambique entretiennent de bonnes relations bilatérales. Depuis juillet 2021, un contingent de forces rwandaises de défense et de la police nationale rwandaise est déployé dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Le contingent rwandais travaille en étroite collaboration avec les forces armées de défense mozambicaines et les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe, CADC en sigle. Le déploiement est fondé sur l'engagement du Rwanda envers le principe de la responsabilité de protéger les principes de Kigali de 2015 relatifs à la protection des civils. Les agriculteurs du secteur de Rwindi disent que, comme ailleurs dans le pays, la nourriture est chère ces derniers jours, mais ils ne sont pas découragés dans leur métier en secteur agricole. Ce secteur est célébré lors de la Journée mondiale de l'alimentation. Ces agriculteurs sont généralement appréciés pour leurs pratiques professionnelles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que des mesures doivent être prises pour réduire le nombre de personnes à risque de pénurie alimentaire. Sur le continent africain, ils sont 272 millions, soit 4 fois le nombre dans le monde. Kumba Sow, qui représente la FAO au Rwanda, affirme que par rapport à d'autres parties de l'Afrique, il n'y a pas de pénurie alimentaire au Rwanda. L'Organisation panafricaine des agriculteurs exhorte les jeunes du monde entier à s'investir pour déraciner le problème de la faim conformément aux objectifs de développement durable d'ici 2030. Reportage. Cet appel a été lancé à l'occasion de la clôture du forum de l'Organisation panafricaine des agriculteurs qui se tenait à Kigali depuis le début de la semaine. Au cours de ce forum, il a été question du rôle que doit jouer la jeunesse dans l'agriculture, l'usage de la technologie ainsi que l'innovation dans ce domaine agricole. Les jeunes agriculteurs qui ont pris part à cette conférence de Kigali se félicitent d'avoir aiguisé leurs connaissances dans ce domaine, ce qui permettra de rentabiliser davantage ce travail. Le président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs estime que la contribution des jeunes au développement du secteur agricole est d'une importance particulière dans le monde en général. Il indique que l'engagement de la jeunesse peut conduire à la résolution des défis multiples qui compromettent l'économie mondiale et ralentissent le processus vers la sécurité alimentaire. Je pense que les échanges qui ont eu lieu entre les jeunes européens, les jeunes agriculteurs européens et africains, pour nous c'est un lueur d'espoir. L'espoir pour l'agriculture du monde, parce que les jeunes sont en train de tracer la voie à cette agriculture-là, qui une agriculture qui apporte la richesse, qui résout le problème de sécurité alimentaire, qui résout le problème d'emploi des jeunes. Et ils sont en train de réfléchir sur une agriculture qui peut changer le monde. Donc c'est ça un peu la contribution des jeunes.
Et là, je pense qu'ils ont jeté des bonnes bases et ils vont encore continuer à réfléchir avec les autres agriculteurs dans le monde. Parce que vous savez, c'est une très grande rencontre. Et aujourd'hui, vous avez ici les Canadiens, les Américains, vous avez les Asiatiques. Tout le monde est là. Donc je pense que c'est une occasion pour ces jeunes-là de revoir un peu la vision de l'agriculture dans le monde. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai bon espoir, je suis convaincu que ces jeunes sont intelligents. Ce n'est plus à notre époque où les choses se passaient à côté, on s'est débrouillé comme ça pour avancer. Mais aujourd'hui, les jeunes ont de la précision. Et ils maîtrisent la technologie, ils maîtrisent toutes les techniques de communication et ils ont de la chance pour avancer, contrairement à nous autres qui avons avancé difficilement. Alors j'ai bon espoir parce que cette jeunesse est aujourd'hui très éveillée. Et c'est pour cette raison qu'on veut qu'ils prennent les choses en main, on veut leur transférer nos petites connaissances et eux aussi doivent savoir les prendre et doivent avancer pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de la création d'emplois dans le monde. Le son de cloche est pour le secrétaire permanent au ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales, qui invite les jeunes à s'attaquer au problème de la faim. En tant que jeune, vous pouvez contribuer pour assurer la sécurité alimentaire par le biais de l'agriculture. Saisissons ce moment présent pour mettre en pratique les objectifs de développement durable, notamment l'éradication de la faim d'ici 2030. Les statistiques montrent que 48% de la population africaine pratique l'agriculture contre 60% au Rwanda. La production agricole constitue 24% du produit intérieur brut du pays. 2 hôpitaux au Rwanda, à savoir le centre hospitalier et universitaire de Kigali CHUK et l'hôpital Roi Faisal, ont obtenu le droit d'enseigner l'endoscopie, technique d'exploration d'une cavité ou d'un conduit du corps, œsophage, estomac, intestin, etc., avec un tube muni d'un éclairage, d'un système optique et parfois d'une petite caméra ou d'une pince. Ce tube, un endoscope, est introduit par les voies naturelles ou par une petite incision. Il permet de voir l'intérieur de la cavité ou du conduit pour faire un examen, un prélèvement ou un traitement. Les maladies affectant les organes internes tels que l'estomac, le foie, les intestins et autres font partie des 5 principales causes de décès. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, explique que la formation des médecins au Rwanda pour traiter ces maladies conduira à la disponibilité de plus de spécialistes dans le traitement des maladies gastro-intestinales et permettra aux patients d'obtenir des meilleurs résultats, des meilleurs services, car jusqu'à présent, le patient était obligé d'attendre au moins 3 mois pour pouvoir être testé et soigné. La création de ces centres pour les médecins qui traitent les maladies gastro-intestinales a été réalisée avec le partenariat de l'Organisation mondiale d'endoscopie. C'est le directeur général de cette organisation, le Dr Kulwinder Douahari, qui a annoncé ce vendredi au ministère de la Santé leur décision de disponibiliser cette formation durant 2 ans au Rwanda. Un peu partout dans le monde, on parle d'un recul de la pandémie de Covid-19. Toutefois, les voyageurs à destination de la Chine indiquent continuer à faire face à des défis majeurs car le pays a maintenu sa stratégie de Covid-19 qui impose des restrictions strictes pour tous ceux qui se rendent dans ce pays. Patrick Agnelli-Dindi nous fait le point. Des mesures de confinement strictes, de tests de masse, un contrôle constant des codes de santé et des restrictions de voyage ont handicapé certaines activités et des échanges commerciaux en Chine, mais aussi entre la Chine et ses autres partenaires et clients. Pendant des décennies, la transformation économique de la Chine a été alimentée par les exportations, mais suite au Covid, certains acheteurs étrangers s'approvisionnent ailleurs par crainte d'une perturbation des chaînes d'approvisionnement chinoises. Des commerçants, des hommes et femmes d'affaires de Kigali qui avaient pour habitude, avant la pandémie de Covid-19, de se rendre à l'empire du milieu pour acheter leurs marchandises,
ont depuis revu leur destination face à divers défis liés aux mesures encore très strictes contre la pandémie dont ce pays considéré comme l'usine du monde. Au plus haut de la crise de Covid, il s'est avéré très difficile pour nous de voyager vers la Chine. Alors, nous avons opté pour des achats en ligne grâce aux contacts que nous avions noués avec des commerçants et industriels chinois. L'obstacle qui s'est présenté à nous, c'est de l'ordre de la qualité des produits qui nous parvenaient à destination, qui sont loin du niveau de notre commande initiale. Nous avons été déçus et nous avons été obligés de trouver d'autres fournisseurs. Lorsque vous effectuez une commande auprès d'une personne qui se trouve là-bas en Chine, parfois il peut vous envoyer la taille qui ne correspond pas à votre commande ou encore envoyer la couleur qui ne correspond pas à celle souhaitée. Il y a une différence significative entre faire le voyage personnellement pour les achats qu'effectuer des achats grâce aux intermédiaires en Chine. Un autre secteur qui a été sérieusement impacté par la crise de Covid-19 en Chine pour les étrangers, ce sont les études. Les étudiants étrangers qui avaient choisi la destination en Chine pour les études ont été victimes de la pandémie. J'étais étudiant en Chine depuis 2017. Je suis revenu au Rwanda en 2019 pour des vacances. Je devrais retourner là-bas après ces vacances, mais la Covid a paralysé le monde et je me suis retrouvé bloqué ici. La seule solution était de passer aux cours en ligne. Cependant, malgré les défis rencontrés, certains commerçants ont trouvé des solutions pour maintenir les opérations commerciales en cours. Par exemple, nous avons maintenant divers produits comme des chaussures qui sont différents de ce que nous avions l'habitude d'acheter en Chine. Avec la survenue du défi quant à la destination Chine, nous avons trouvé d'autres marchés. Nous avons réussi à trouver des bons produits qui sont différents de ce que nous avions l'habitude d'acheter en Chine. Autre élément de détail, le coût des transports aériens, les frais de déplacement et de transport sont passés de $500 à $2500. Et le ministère en charge de l'unité a organisé ce vendredi une journée porte ouverte à son siège à Katiru en vue de recueillir les questions de la population et expliquer aux Rwandais les activités et les responsabilités de ce ministère à travers le programme dénommé Baza Minubumwe. Et cette activité sera désormais organisée une fois tous les trimestres, mais il y aura aussi chaque mois le ministère qui organisera des séances de questions et réponses radio-télévisée entre les responsables de ce ministère et le public. Les personnes qui viennent avec des questions ou des problèmes, ils reçoivent immédiatement l'étude du dossier et une réponse équivalente. Donc, et c'est pour nous aussi une occasion de travailler dans la transparence pour montrer que tout le travail que nous le faisons en équipe et dans le souci de rendre un meilleur service possible. Le ministère annonce aussi qu'un site web est disponible pour permettre aux visiteurs de consulter les différentes pages et poser leurs questions pour mieux comprendre le fonctionnement de ce ministère et trouver des réponses aux questions auxquelles les Rwandais sont confrontés et les possibilités d'améliorer la qualité des services offerts. Le public a pu accéder facilement aux différents services de ce ministère, mais aussi aux responsables de ces différents services. Inauguration ce vendredi au district de Nyaruguru, au sud du Rwanda, du centre de développement de la petite enfance d'une valeur de 60 millions de francs rwandais. Notre consoeur Consolate Kamagaju suit pour nous cette activité. Consolate, que signifie ce centre pour la population de Nyaruguru et quelles sont leurs attentes ? On est ici dans le district de Nyaruguru, au secteur d'Ongera, là où on a inauguré un centre de développement de la petite enfance qui va accueillir au total, qui a la capacité d'accueillir 150 enfants âgés de 2 ans à 6 ans. Mais ce centre a commencé avec 90 enfants. Je suis avec la représentante du projet Avisi au Rwanda, c'est Madame
Laurette Bilara. Elle va nous expliquer ce que ce centre va, le rendement de ce centre, ce que ce centre va apporter pour ses enfants, ce que ce centre va aider ces mamans, jeunes filles qui ont mis au monde, qui ont ces enfants qui vont étudier dans ce centre. Merci. Donc, l'ICD de Nguera a été construit pour des filles mères qui vivaient dans la communauté. Alors, comment est-ce que ce centre va aider les enfants? D'abord, peut-être un petit retour en arrière. Pour les petits-enfants, ce qui se passe souvent dans les communautés rurales, il se trouve que les mères sont parfois embarrassées pour trouver un endroit où laisser l'enfant. Donc, elles sont obligées de rester avec lui ou bien de le laisser à la maison où il est à risque de beaucoup de violence, que ce soit physique ou autre. Et c'est aussi une des causes pour lesquelles on voit un haut taux de malnutrition chez les enfants de cet âge-là, après le breastfeeding. Alors, avec ce centre, les enfants viennent ici le matin, ils sont accueillis par des volontaires qui vont les encadrer pendant la journée et les parents vont les récupérer quand ils auront terminé les travaux des champs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont recevoir dans ce centre? Bien sûr, c'est la socialisation, parce que de 2 à 6 ans, ce sont encore des petits-enfants. Souvent, ils sont plus jeunes, 2, 3 ans, 4 ans. C'est la socialisation, surtout pour qu'ils soient habitués à rencontrer d'autres enfants. Ils apprennent les jeux, ils apprennent aussi à gérer leur corps. Ils reçoivent une nutrition équilibrée, notamment le pot chola bouilli à 10 heures. Vous ne serez pas surprise que dans beaucoup de familles rwandaises, ils peuvent passer toute la journée sans rien manger. Là, ils reçoivent la bouillie à 10 heures. Et puis, on peut suivre de près aussi leur état de santé parce que quand ils sont ensemble, on peut déjà identifier les enfants qui ont des problèmes de santé ou bien des problèmes de malnutrition. Donc, globalement, c'est à ça que le centre va servir. Mais pas seulement ça, parce qu'au-delà des enfants, il y a les parents. Ce sont les parents qui sont volontaires et qui, à tour de rôle, viennent encadrer les enfants. Les parents apprennent à se connaître. Ils apprennent à se reconnaître aussi, se respecter, à se faire confiance. C'est quelque chose de très important. Ensuite, ces parents aussi vont se rencontrer au niveau des Uruwohero dans les communautés pour faire d'autres activités génératrices de revenus qui peuvent leur permettre aussi d'avancer et de progresser aussi dans leurs conditions de vie. On appelle ça Uruwohero. Il y a les groupes d'épargne et crédit. Ils apprennent à faire des petits artisanats, du savon. Vous avez vu les paniers, des foyers améliorés, aussi pour les aider à économiser le bois de chauffe, aider à économiser la distance qu'ils doivent parcourir pour trouver le bois pour la cuisine. Et vous avez vu là derrière, il y a un puits aussi qui collecte l'eau de pluie. S'il faut faire une longue distance pour aller collecter de l'eau, ici, avec ce puits qui a été construit, il y aura suffisamment d'eau qui est collectée de la pluie. Donc quand les parents amènent les enfants ici, ils peuvent aussi collecter l'eau et avoir de l'eau à utiliser à la maison. Donc c'est divers. On pense que ce centre... Là, merci Laurette, mais on peut se demander ce centre, les parents ne vont pas apporter leur contribution, sera pris en charge 100% par AVC et UN Women. Alors, comme je l'ai dit au début, le centre est géré par les parents volontairement. Ils viennent à tour de rôle. Alors, la contribution qui leur est demandée, c'est une gamelle de maïs, ou bien de sorgho, ou bien de quoi, pour pouvoir préparer la bouillie pour les enfants à 10 heures. Autrement, c'est totalement gratuit. Parce que normalement, les frais seraient destinés à payer en enseignant. Mais comme c'est eux qui vont faire cela, il n'y a pas de raison. On a voulu un centre inclusif qui accueille toutes les catégories de la population et pas seulement ceux qui ont les moyens de payer l'accès au centre. Merci Consolate Kamagajo pour cet éclairage sur les efforts en cours au district de Nyaruguru pour assurer le bien-être des enfants en particulier. À présent, nous allons vers les jeunes qui viennent des centres correctionnels, qui se réjouissent des connaissances qu'ils y ont acquises, car elles leur serviront dans le cadre de refaire leur vie en effectuant des activités rentables qui contribueront par conséquent à leur développement personnel. Ceci a été indiqué lorsque, à ces jeunes visant à coopérer avec la police nationale, il a été attribué le nom de Imbonizim Hindoka Mungitelambere pour dire témoin de changement pour le développement. Amandine Ndikumasavo pour les détails.
Il y a de cela 10 mois, Kwasi Yvonne a fini son séjour au centre correctionnel de Gitagata, situé en district de Ugesila. Elle exprime ce qu'elle a comme reconnaissance. À ma sortie, j'avais décidé de ne plus retourner dans le désordre comme celui dans lequel j'étais auparavant en business. Je remercie le président de la République et les autorités qui nous suivent de près, qui suivent les jeunes en général pour se rassurer qu'ils sont sur le bon chemin de la vie. Kwasi Yvonne a maintenant mis en pratique ce qu'elle a appris au centre correctionnel. Elle a fondé un salon de coiffure car elle avait appris à entretenir les cheveux. Dans ce salon, on offre tous les services liés au traitement et au entretien des cheveux. Vous voyez que nous avons du matériel et nous avons des clients, surtout que dans cette localité, il n'y a pas d'autres salons. Je peux facilement gagner 20 000 francs par jour. Mundele Léviateur est également reconnaissant du centre correctionnel d'Iwawa car il y a acquis des connaissances qui ont positivement changé sa vie. Plus de 300 jeunes qui sont sortis des centres correctionnels font actuellement partie de coopératives de développement de partout sur le territoire national. Ils se sont entretenus avec la police nationale afin d'établir une collaboration dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les crimes. Le porte-parole de la police nationale, CP John Kabera, exprime que 300 jeunes qui font de bonnes actions seraient un bon exemple pour d'autres qui ont encore une mauvaise réputation dans la société rwandaise. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique est en échange avec le secteur privé et les institutions bancaires au Rwanda dans le cadre d'une campagne de sensibilisation visant à faire connaître aux Rwandais les avantages que représente ce fonds pour eux, comme l'indique le conseiller de coopération et de mobilisation des ressources au sein du FAGAS. Et nous espérons qu'en travaillant en collaboration avec les banques, c'est la raison, notre raison d'être là aujourd'hui, pour travailler en étroite collaboration et voir en quelle mesure accompagner le financement de l'économie rwandaise. Déjà, ici au niveau de Rwanda, nous avons offert les garanties pour 40 millions de dollars déjà, et nous pensons que ce montant reste encore modeste. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec le secteur, une rencontre officielle avec le secteur privé hier, et aujourd'hui avec les banques. Nous pensons qu'après cette rencontre-ci, vraiment les opérations de financement vont aller grand cran sur le terrain et le FAGAS est à leur disposition pour les accompagner. Déjà, nous avons une représentation ici au Rwanda qui couvre toute l'Afrique de l'Est, qui est basée ici au Rwanda, donc raison pour laquelle le FAGAS est beaucoup plus proche et des partenaires financiers et du secteur privé pour mieux les accompagner dans tous les projets de développement. Basile Tchakounte indique également que le fonds créé au Rwanda étend ses activités aux autres pays du continent africain avec le souci de servir davantage la population en assurant la liaison avec les institutions financières. Nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec les différents pays africains parce que le FAGAS, c'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique qui a été créé pour tous les pays africains. Donc déjà, comme je l'ai dit tantôt, à nos jours, nous avons 14 pays qui sont membres, dont le Rwanda, qui est le pays fondateur. Le FAGAS a été créé ici. Et nous avons plusieurs autres pays avec qui nous travaillons et qui sont en train de vouloir rejoindre le tour de table. Donc vous savez que c'est des procédures qui prennent un peu de temps parce qu'il faut l'approbation au plus haut niveau. Donc sinon les choses avancent très bien. Là je peux vous rassurer que nous avons presque 5 pays avec lesquels nous travaillons déjà et les démarches sont en cours pour pouvoir finaliser le processus pour qu'ils puissent rejoindre le tour de table du FAGAS. Et de plus en plus les pays rentreront et même aussi pas seulement les pays. Le capital du FAGAS est ouvert non seulement aux États, même aussi aux institutions internationales. Donc nous avons plusieurs institutions internationales qui ont aussi sollicité, qui ont aussi émis le vœu de rejoindre le tour de table avec lesquels nous travaillons. Voilà, c'est tout pour le moment et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.